Nous allons parler de la maladie de Parkinson et de la recherche sur cette maladie avec notre invité qui connaît bien le sujet, Adrien Newman Tancredi, qui est le fondateur de la société Neurolixis. Bonjour. Bonjour, enchanté. Peut-être vous présenter, si votre parcours est hyper intéressant, puis après on présentera Neurolixis et puis vos travaux. Oui, voilà, donc je m'appelle Adrien Newman Tancredi, donc je suis chercheur en neurologie, alors depuis plus de 30 ans maintenant. Donc j'ai fait une formation en pharmacologie, donc c'était au Royaume-Uni à l'époque, euh, donc suivi par un doctorat en pharmacologie, et ensuite une carrière dans la recherche pharmaceutique. Alors d'abord au laboratoire Servier en région parisienne, ensuite donc au laboratoire Pierre Fabre dans le Tarn, et depuis une dizaine d'années, un peu plus maintenant, avec la société Neurolixis que j'ai cofondée. Voilà, donc vraiment dans l'industrie pharmaceutique depuis longtemps maintenant. Quand votre société cherche des traitements enfin, concernant les maladies du système nerveux central, notamment Parkinson. Pourquoi en fait cet axe? Oui, en fait, tout ce qui concerne les maladies du cerveau constitue un domaine avec un besoin médical, une augmentation constante. Alors que ce soit neuropsychiatrie, donc qui concerne plus la dépression, l'anxiété, schizophrénie, par exemple, ou plutôt neurologie, qui concerne plus les maladies type Alzheimer ou maladie de Parkinson. Alors ça, c'est lié à la démographie, hein, notamment, parce que avec le vieillissement de la population, on a une, une proportion de personnes âgées qui augmente, et l'Alzheimer, le Parkinson, ce sont des maladies qui sont associées notamment avec le vieillissement. Il y a un grand besoin médical, et c'est vraiment passionnant. Alors, à titre personnel, je trouve ça vraiment fascinant. On peut expliquer la maladie de Parkinson, juste les symptômes qu'on se rend compte. Oui, oui, oui. Donc la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative. Ça veut dire que il y a une certaine partie du cerveau qui contrôle notamment la coordination motrice qui est atteinte, et les neurones qui se trouvent dans cette partie du cerveau euh, meurent progressivement. Euh, on comprend partiellement les causes de cette neurodégénération, mais il y a beaucoup qu'on ne comprend pas encore, hein. Mais cette neurodégénération déclenche des déficits dans le contrôle moteur. Donc, typiquement, cela se manifeste par des tremblements ou des rigidités, des. Ça, ce sont les symptômes vraiment les plus marqués de la maladie. Et il y en a d'autres aussi. Il y a notamment une forte incidence de symptômes de dépression chez les malades parkinsoniens, des troubles du sommeil aussi. Donc, c'est pas que des symptômes moteurs, mais aussi des symptômes plus associés à des troubles psychiatriques aussi. En 2023, où en est-on dans la recherche concernant la maladie de Parkinson et est-ce qu'il y a un espoir, notamment pour ma génération? J'ai 55 ans. Alors, c'est une bonne question parce que donc justement, la maladie de Parkinson elle touche avant tout les personnes de 60 ans et plus, hein. Environ 1% des personnes au-dessus de 60 ans sont touchées par cette maladie. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. Pour donner un chiffre, c'est environ 200 000 personnes en France. Oui, il y a de l'espoir. La recherche avance. On comprend de mieux en mieux les bases neurologiques de la maladie, les causes neurologiques. On a identifié certains gènes qui sont associés avec ces maladies. On comprend mieux les causes environnementales. Alors notamment, par exemple, on sait que certains pesticides peuvent provoquer des toxicités. Donc, on comprend les choses de mieux en mieux. Et au fur et à mesure qu'on comprend mieux, ça nous permet de designer des traitements pour, pour les personnes qui sont atteintes, donc les patients parkinsoniens.
Si j'ai bien compris, vous travaillez sur deux molécules, si j'ai bien compris, sur deux molécules pour faire des tests, enfin des essais pour trouver un médicament. Oui, donc à Neurolixis, donc on est une petite entreprise biopharmaceutique et nous avons deux molécules en phase de développement clinique. Donc une qui s'adresse particulièrement à la maladie de Parkinson et l'autre en fait pour d'autres troubles neurologiques plus dans le domaine de l'autisme, hein. Mais la molécule principale, celle qui est la plus avancée, s'adresse au traitement de la maladie de Parkinson. Donc, ce sont deux molécules différentes chimiquement et qui ont des propriétés pharmacologiques distinctes. Une qui est très active dans les modèles pharmacologiques de contrôle moteur, donc de tout ce qui concerne la coordination motrice. Et l'autre qui est très active dans tout ce qui concerne plus fonctionnement cognitif. Et c'est pour ça que donc, cette deuxième molécule, on la positionne plutôt pour les troubles de l'autisme. Donc, ils ont des noms de code. Donc, la première pour le Parkinson, un nom de code qu'on appelle NLX 112 et l'autre est NLX 101. Voilà, donc deux molécules différentes. Si un médicament sort, il pourra sortir d'ici combien de temps? Je prévois toujours pour moi, en fait, hein, 55 ans. euh, alors, euh, alors, typiquement, développer une molécule dans le domaine de la neurologie est un processus très long. Il faut passer par toute une série de tests cliniques, des essais cliniques, et puis par une phase donc de soumission d'un dossier de AMM, donc autorisation de mise sur marché, pour avoir l'autorisation donc de commercialiser la molécule et l'administrer aux patients. Donc, tout ce processus-là, typiquement, va prendre entre 10 et 15 années d'une manière générale. Dans notre cas, on a déjà franchi plusieurs étapes très importantes. Donc, notamment, il n'y a pas longtemps, nous avons complété un essai clinique, ce qu'on appelle un essai clinique de preuve de concept, pour démontrer l'efficacité de la molécule chez les patients parkinsoniens. Alors, cet essai clinique était un succès. C'est réussi très bien, on en est très satisfaits. Et il nous reste à faire des tests cliniques plus avancés et puis la phase réglementaire. Donc, tout cela demandera encore, il faut compter 6-7 ans. Donc, on vise autour de 2030 pour une AMM, une autorisation de mise sur marché. Dans les essais cliniques, ces essais ont été réalisés sur des personnes qui ont Parkinson. C'est ma question derrière, c'est est-ce que c'est un médicament qui va guérir ou stabiliser quelqu'un qui est déjà atteint, ou est-ce que c'est un médicament qu'on prend prendre en préventif et qui va éviter peut-être la maladie? Voilà, alors ça c'est vraiment une très grande question. Donc, dans le test clinique que nous avons donc effectué, nous avons cherché dans un premier temps à réduire les symptômes parkinsoniens, donc les symptômes moteurs de tremblement, de rigidité et ce qu'on appelle des dyskinésies. Donc les dyskinésies sont des mouvements non contrôlés qui surgissent chez les patients qui ont été atteints depuis un bon nombre d'années. Donc ça, c'est notre premier objectif. Alors, deuxième objectif, c'est d'identifier si la molécule peut aussi, en plus, ralentir la progression de la maladie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour répondre à cette question, il faudrait faire des essais cliniques très longs, parce que la maladie Oui. évolue très lentement. Typiquement, il faudrait faire des essais cliniques sur plusieurs années pour avoir cette réponse. Donc, à ce stade, on ne peut pas répondre à ces questions sur le plan clinique, mais on peut utiliser des modèles précliniques, donc de pharmacologie, par exemple chez des modèles chez le rat ou la souris, et modéliser ce qui se passe avec la molécule sur le niveau d'une protection du cerveau. Et ce type de test a été fait pour cette molécule et il s'avère être positif. Donc,
Dans des modèles précliniques, la molécule ralentit la progression, protège les neurones, ce qui laisse entrevoir des bons espoirs que la même chose va se produire au niveau clinique chez les patients. Si, Donc, à confirmer par la suite dans des essais cliniques, bien sûr. si tout se passe bien, en fait, en 2030, le médicament sort, est-ce qu'on peut expliquer la différence entre une personne qui ne prendrait pas le médicament, quels seront, j'aurais compris, c'est des tremblements, etc., ou des comportements qu'on n'arrive pas à contrôler, et une personne qui prendrait ce médicament? Quels Oui, sont oui, oui, tout on à fait. comprend bien les bénéfices. Absolument. Alors, il faut savoir que typiquement des patients qui aujourd'hui utilisent les médicaments existants, euh, au bout d'un certain temps, trouvent que ces médicaments-là perdent d'efficacité. Euh, alors, cela veut dire que les troubles moteurs sont pas très bien contrôlés. Euh, et, et, et cela peut vraiment avoir un impact sur la qualité de vie des patients. Par exemple, tenir un verre dans la main, ça devient compliqué avec les tremblants. Euh, se faire les lacets ou une chemise ou se brosser les dents devient très compliqué parce qu'on a cette perte de coordination, de contrôle moteur. Donc, il y a vraiment un grand besoin de médicaments améliorés qui permettent aux patients de garder cette qualité de vie, de garder une autonomie aussi dans leur vie quotidienne. Donc, ce nouveau médicament, enfin, ce nouveau candidat médicament que nous sommes en train de développer offre cet espoir-là. Il faut savoir que les médicaments actuels sont basés autour d'un certain mécanisme d'action qui concerne un système neuronal qu'on appelle la dopamine. Donc la dopamine, c'est un neuromodulateur dans le cerveau et c'est classiquement très associé avec le contrôle moteur. Or, notre molécule ne passe pas par ce même mécanisme d'action. Il passe par un autre mécanisme d'action tout à fait novateur qui concerne un autre neuromodulateur qu'on appelle la sérotonine. Donc ça, c'est vraiment un élément sur le plan mécanistique très, très innovant parce qu'on est en train de passer par un autre mécanisme qu'on pense être moins vulnérable à une perte d'efficacité avec le temps. D'accord, parce que ça passe par un Et autre. donc ça resterait encore actif même après plusieurs années de la maladie de Parkinson. Une question un peu directe. Comment on peut imaginer qu'un laboratoire qui est certes petit, en fait, enfin votre entreprise qui est petite, peut-elle concurrencer j'imagine qu'il y a des très grands laboratoires qui travaillent fait sur ces questions. Comment c'est possible et quelles sont les forces, en fait? C'est l'agilité, c'est... Oui, alors, donc il faut déjà savoir que cette molécule, donc NLX 112, a été travaillée auparavant par les laboratoires Pierre Fabre euh, et un bon nombre de tests ont été effectués par donc, les laboratoires Pierre Fabre, notamment pour s'assurer de la bonne tolérabilité de cette molécule, de la safety. Toutes les études de tox ont confirmé que c'est une molécule qui n'a pas d'effets secondaires D'accord. notables et qui est bien tolérée. Donc, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait par un laboratoire important, donc ici en France. Nous avons repris, enfin, on a eu une licence d'exploitation sur cette molécule qui nous a donc permis d'avancer son développement pour la maladie de Parkinson. Et l'objectif qu'on se donne en tant que toute petite entreprise de biopharma, c'est d'amener la molécule un peu plus loin dans le processus. Comme je disais, c'est un processus qui est long, donc de l'amener assez loin pour convaincre une grande entreprise pharmaceutique, justement, de reprendre le développement et de l'amener jusqu'au marché. Donc, en tant que Neolexis, nous ne pensons pas commercialiser la molécule, mais de l'avancer jusqu'au moment où ça sera suffisamment attractif pour qu'une pharma la reprenne.
Lorsque vous avez lancé votre société, il y a une part de risque, en fait. Je veux dire, en fait, c'est que c'est quand même aléatoire. D'une part, c'est aléatoire parce qu'on peut trouver ou pas trouver, ou trouver mais pas au niveau, ou alors plus qu'on pouvait espérer. Et puis, Oui. il y a une concurrence, en fait. Comment est-ce qu'on fait quand on lance votre société? Vous avez lancé votre société pour dire, bah, j'y crois, j'y vais. Enfin, on réfléchit à quoi à ce moment-là? On est passionné Alors, par la recherche ou alors il faut, je pense que honnêtement, euh, il faut être passionné par le sujet, hein. Et la neurologie, je trouve, est un sujet passionnant. Comprendre le fonctionnement du cerveau, c'est quelque part comprendre l'humain, hein, comprendre qui nous sommes. Et comme vous disiez tout à l'heure, voilà, on arrive à un certain âge où on se dit, ben, ces personnes autour de moi qui souffrent de maladies du vieillissement, ben, demain, ça pourrait être moi aussi. Et que quelque part, il y a quelque chose de très personnel là-dedans. Euh, donc, je pense que si on va dans ce sens, c'est parce qu'on aime le sujet et quelque part, ça représente quelque chose de personnel dans notre orientation. C'est presque une vocation, je dirais. Voilà. ouais, Euh, d'apporter quelque chose, entre guillemets, à la société, à l'humanité, sur la recherche sur une grande maladie importante. Absolument. Dans le monde, il y a 10 millions de personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson, à peu près. Donc, on imagine qu'un nouveau médicament qui est vraiment amélioré aura un impact sur la vie de peut-être des millions de personnes. Et ce n'est pas que les personnes qui sont malades elles-mêmes, c'est tout l'entourage. Il faut comprendre que le Parkinson touche les familles, touche les aidants, touche les enfants. C'est un problème sociétal, en fait, hein. Sans parler même du coût socio-économique en perte de productivité, tout ce qui se représente au niveau du système de santé. Là, on est dans des milliards et des milliards d'euros que en France. Donc, en fait, ça va être un bénéfice bénéfique, on espère, déjà pour les patients, mais en fait, pour tout l'environnement familial et sociétal des personnes qui sont atteintes. Et vous savez déjà, vous avez une idée déjà si la molécule sera accessible, entre guillemets, à tous, au moins dans les pays développés, j'allais dire, au niveau financement, en fait. Est-ce que tout le monde pourrait y avoir accès ou est-ce que ce sera un peu comme les médicaments sur le cancer, c'est très très cher? Euh, alors, et ça, c'est une bonne question parce que ça touche à la notion de stratégie de commercialisation. Oui, puis Alors, ça rejoint aussi votre question juste avant. Si c'est un médicament qui est enfin, votre réponse avant, si c'est un médicament qui est très cher, l'impact sur la société sera peut-être un peu moindre. Enfin, ça dépend comment. c'est vrai, c'est vrai. Alors, les médicaments aujourd'hui qui sont utilisés pour traiter la maladie de Parkinson ne sont pas très chers. Ils sont D'accord. accessibles d'une manière très large. Euh, euh, on peut supposer d'une manière tout à fait raisonnable que ça sera à peu près la même chose pour celui-là. Euh, Ça va être à peu près dans la même gamme de prix, ça ne sera pas exorbitant et donc très largement accessible pour le système de santé en France ou dans d'autres pays. Donc je pense que oui, ça sera très largement accessible. Et il se peut que vos recherches, en fait, sur cette molécule aboutissent aussi à un autre champ d'application. Alors ça, c'est intéressant aussi comme question. Donc la réponse est oui, parce que, en tout cas, dans les modèles pharmacologiques, donc chez des modèles chez la souris ou le rat, par exemple, on a observé que la molécule est active dans des modèles d'autres troubles moteurs. Alors, pas seulement la maladie de Parkinson, mais aussi, par exemple, l'ataxie. L'ataxie est un trouble moteur de ralentissement moteur. Euh, et aussi une autre maladie qu'on appelle le tremblement essentiel, qui est très répandu. Donc, il semblerait, en tout cas dans ces modèles expérimentaux, que la molécule est active d'une manière assez large sur les troubles de la motricité. Donc, si on extrapole cela à un niveau clinique, oui, ça laisse penser que ça pourrait être efficace sur
un éventail de maladies liées au mouvement. Donc, si c'est le cas, alors ça élargit bien sûr le marché, ça élargit l'attractivité commerciale et donc la probabilité d'un développement réussi et de pouvoir voilà, transmettre la licence à une entreprise pharmaceutique qui voudra la développer et la commercialiser. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Parce qu'en fait, vous maintiendrez le cap sur la maladie de Parkinson et il y a un autre labo, notre société, qui travaillerait sur cet autre usage de la même molécule. Éventuellement, oui. Voilà. Pour le Parkinson, en fait, les prochaines étapes d'ici 2030, c'est quoi? Enfin, Oui. Donc déjà, il faut compléter les essais cliniques. Alors aujourd'hui, on a démontré que la molécule est efficace sur un nombre modeste de patients. Donc l'essai clinique que nous avons effectué, qui donc est terminé il y a quelques mois, juste avant l'été, euh, était fait sur juste une vingtaine, 22 patients. Donc c'était une petite étude, mais ça montre que ça peut marcher. Ça montre que chez ces patients-là, on a eu vraiment une amélioration très nette, très claire, statistiquement significative. Et donc, on a démontré que ça peut marcher. C'est ce qu'on appelle une preuve de concept. Euh, Or, maintenant, il faut démontrer que ça marche aussi sur des grands nombres de patients, sur beaucoup de sites différents, dans différents pays. Donc là, c'est ce qu'on appelle des essais cliniques de phase 3, notamment, ce sont les grands essais cliniques, euh, et, et donc qui vont donner lieu à la préparation d'un dossier de AMM, autorisation de mise sur marché. Donc, ça, ce sont les prochaines étapes au cours des prochains 5-6 ans. Et typiquement, il faut attendre un an à peu près pour avoir l'autorisation de mise sur marché après le dépôt du dossier. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à peu près à 2030. L'autorisation de mise sur le marché, c'est par pays, c'est par zone géographique? C'est... Alors, ça peut être donc ça peut être en fait c'est les deux. Euh, donc aux États-Unis, on soumet un dossier à l'autorité réglementaire qu'on appelle la FDA. C'est la Food and Drug Administration. En Europe, on a une procédure centralisée. C'est la EMA, c'est la European Medical Agency, donc l'agence du médicament européen. Euh, et puis dans d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni, qui est maintenant sorti du système européen, donc il y a une procédure nationale. Et puis dans d'autres pays aussi, par exemple le Japon ou Corée du Sud, c'est par pays. Donc selon la région géographique, il y a différents interlocuteurs réglementaires. Une conclusion à l'émission, ou alors un point que vous voulez rajouter, quand vous voulez. Bah, j'aimerais dire, voilà, encore une fois, s'il y a des personnes qui écoutent cette émission qui souffrent de la maladie de Parkinson, euh, il y a plein de choses qui bougent. Hein. Il y a des nouveaux traitements, il y a la recherche qui avance, on comprend de mieux en mieux. Et donc, voilà, rester positif, surtout rester actif, rester, voilà, et garder l'espoir parce que les choses bougent. Voilà. Merci Adrien Neumann, Tancredi. Je rappelle que vous êtes fondateur de Neurolixis. Merci beaucoup. Merci à vous.